Nous sommes de retour avec nos invités. On va encore parler un peu du Tchad et cette contre-manifestation qui soutient la junte au pouvoir dirigée par Mahamat Déby Itno, le fils de l'ancien président, le maréchal du Tchad, Idriss Déby. Luis Kamako, c'est indubitablement le moment pour les deux parties de s'asseoir et de discuter, comme le député l'a dit tout à l'heure. Oui, je crois que nous sommes en Afrique et j'ai toujours l'habitude de le dire, d'évoquer ce qu'on appelle sous la palabre. Peu importe les discussions, peu importe le conflit auquel vous êtes face, vous arriverez forcément à vous asseoir pour dégeler ce qu'on appelle le jet du silence. Je pense que c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour les Tchadiens. Heureusement qu'il y a une partie... il y a une partie en fait du conflit qui est favorable à ces genres de discussions. Et je le soulignais également tout à l'heure qu'il y a beaucoup de chefs d'État derrière cette transition qui suivent de près ce qui se passe là-bas au Tchad. Donc je pense que les uns et les autres vont contribuer à ce que les Tchadiens puissent s'asseoir. Je ne voulais pas l'évoquer, mais c'est-à-dire que quand vous voyez le Togo qui s'est positionné comme le pays... qui est prêt à accompagner le Tchad et les autorités tchadiennes dans cette situation d'impasse. Je pense que c'est de bon gré. On connaît plus ou moins la capacité de notre pays à aider les autres pays à sortir de ce genre de situation. Je pense qu'aujourd'hui, la solution, elle est là. C'est plus qu'un dogme, quoi. C'est-à-dire que les Tchadiens ne peuvent sortir de cette impasse-là que s'ils décident de s'asseoir et discuter comme un seul homme. Monsieur le député, hein, si on peut, oui, monsieur le député, on connaît aussi le caractère erratique de l'opposition tchadienne. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec la junte au pouvoir. Il y a aussi des gens qui ont des positions un peu, comment l'appeler, qui peuvent changer à tout moment. Vous pensez véritablement que s'asseoir et discuter, ça risque également de diviser l'opposition tchadienne? Oui, c'est normal. Hein. Nous sommes sur un terrain politique, je le répète. Et lorsque l'opposition tchadienne n'est pas née aujourd'hui, elle n'est pas née quand la junte a pris le pouvoir. Non. L'opposition tchadienne, le Tchad est un pays démocratique. Et avec des institutions qui sont issues des élections. Donc, il y a quand même une mouvance au pouvoir et une opposition. Et cette opposition est politique, je veux dire, l'opposition politique ne fait que son travail, ne joue que son rôle en s'opposant à ce qui est antidémocratique, entre guillemets. Donc là, il y a quand même la rébellion qui est militaire, qui fait aussi, qui croit que c'est par les armes qu'il faut arriver à chasser, entre guillemets, ce régime du pouvoir. Ils font aussi, et le régime est en train de combattre le régime légitime parce qu'il est issu des élections démocratiques de Idriss Déby, qui aujourd'hui est incarné par son fils. Donc actuellement, Adam l'a dit, la junte fait face à beaucoup d'opposition. Il a parlé de l'opposition politique qui est contre la transition telle que ça se passe maintenant. Et n'oublions pas aussi qu'il y avait aussi une partie de l'opposition contre le président Idriss Déby, qui a accepté faire partie du gouvernement actuel, du gouvernement de transition, et qui ont mis de l'eau dans leur verre pour pouvoir faire asseoir une attente pour arriver à une transition pacifique. Donc l'opposition, ceux qui s'opposent à la junte actuellement jouent leur rôle et c'est normal. Et c'est dans la diversité d'opinions et d'idées, de propositions que le Tchad peut arriver à sortir de cette situation. Et aussi, on parle de l'opposition, de la rébellion, l'opposition politique, mais il y a aussi une autre opposition qui est l'opposition sociale. Mais les gens ne peuvent pas dire que c'est parce que c'est la transition, que s'il y a des problèmes sociaux au niveau du Tchad, qu'ils vont se taire. Ces problèmes ont déjà commencé avec Idriss Déby, ça va arriver. Donc maintenant, c'est pour cela que les pays voisins et d'autres pays, et lui vient de citer le Togo, ont intérêt à aider le Tchad. À aider le Tchad à ce que qu'il n'y ait pas de la dislocation au niveau du Tchad comme on l'a vécu au niveau de la Libye. Et un problème militaire ou sécuritaire au niveau du Tchad peut
engendré aussi beaucoup de problèmes au niveau de l'Afrique subsaharienne. Donc, les chefs d'État ont pris conscience de ça, de cette situation, et veulent aider le Tchad, ne serait-ce que la transition soit bien conduite pour avoir, et à la fin, une élection démocratique pour que le peuple tchadien lui-même choisisse ses dirigeants, son président de la République et ses dirigeants. Actuellement, l'opposition, c'est normal que l'opposition se divise parce que nous avons des diversités d'opinions et il y a une partie qui a accepté accompagner la junte et dans cette transition. Une autre qui s'y oppose, c'est de bonne guerre, c'est normal, mais à la fin, il faut qu'ils s'attendent pour aller aux élections et que le meilleur gagne et dirige le Tchad. Vous permettez, non, je vois juste ça. C'est là où moi, naturellement, je n'arrive pas à comprendre nos oppositions. C'est vrai que la plupart ont toujours mis en avant l'intérêt supérieur de la nation. Mais lorsque vous êtes en train de combattre quelqu'un, je veux parler d'Idriss Déby, avec des motivations qui sont aujourd'hui naturellement peut-être partagées, où on vous livre ou carrément on vous donne des passerelles de discussion. Si tel est que l'intérêt supérieur de la nation, ce n'est pas une question de personne qui se pose. Je pense que on pourrait naturellement, si ce n'est que dans la subjectivité que cette opposition s'exprime, on pourrait naturellement saisir cette main et revoir entièrement l'appareil de gouvernance du pays et poser naturellement des bases pour repartir de nouveau. Et là, l'opposition, je pense qu'aujourd'hui, c'est pratiquement, disons, une explication linéaire de la chose, s'opposer pour s'opposer, et que l'intérêt supérieur naturellement de la nation, qui est mis souvent en avant, ne l'est que par de nom. Et dans les faits, et dans les actes, on ne le constate pas. C'est ce nous sommes en train d'assister au niveau du Tchad. Non, mais je vais placer juste également. Je pense que le problème n'est pas là. C'est-à-dire que les revendications de l'opposition tchadienne aujourd'hui sont légitimes. Vous ne pouvez pas me dire que... Parce que la Constitution n'est pas respectée. Oui, la Constitution n'est pas respectée. C'est de ça qu'il s'agit. En lien avec ce qui était revendiqué par le passé. De s'opposer ou bien d'opposer parce qu'il faut opposer. Les gens s'opposent parce qu'ils sont contre le régime de Idriss Déby. C'est la continuité du régime. Contre un régime ou bien avoir réellement donc des moyens, ce qu'il faut pour être contre. Mais c'est justement parce que... Ce n'est pas une question de personne. C'est justement parce que les gens sont contre. Le régime, certes, est incarné par Idriss Déby. Idriss Déby qui, aujourd'hui... Voilà, puisque lorsque tu prends ces motivations, il y a des éléments qu'ils ont l'habitude de citer, etc. Aujourd'hui, que nous avons un comité qui est ouvert à pouvoir donc regarder objectivement ces problèmes-là, je ne vois pas en quoi on peut aujourd'hui estimer que non, du fait que vous êtes venu d'une manière biaisée, etc., on ne va pas faire avec vous. Maintenant, on trouve d'autres passerelles pour donc s'opposer à ce comité-là au même moment. Ça vous a dit quelque part que ce qu'on avançait par le passé n'est pas objectif. Si vous êtes venu d'une manière... Il y a une certaine objectivité parce que le régime aujourd'hui suit le pas de Itno Déby, le feu Itno Déby. Et vous allez juste constater que ceux qui sont autour de Mahamat aujourd'hui, c'est des gens qui ont travaillé avec le prêtre. Donc ça dit c'est une continuité du régime. C'est ce que défend, ou bien c'est ce que dénonce l'opposition tchadienne aujourd'hui. Maintenant, au-delà de tout, on peut quand même en fait regarder la situation en face et dire, mais compte tenu de la situation critique dans la sous-région, les djihadistes, le pays est souvent sous le proie, sous le menace des terroristes, des djihadistes. On va dire, mais on va peut-être fermer les yeux sur certaines injustices. On va fermer les yeux sur un certain nombre d'injustices. Mais dire aujourd'hui que l'opposition tchadienne est dans la surenchère, je pense que c'est peut-être une fausse analyse de notre part. Allez, on va passer à la Côte d'Ivoire avec le Premier ministre Jérôme Archipatrick qui sera évacué en France. En tout cas, l'information est vérifiée avant qu'on ne commence l'émission. Coup de tonnerre, le Premier ministre, donc Patrick Hachi, évacué d'urgence en France pour des raisons de santé. Et donc, c'est l'inquiétude en Côte d'Ivoire. On sait ce qui s'est déjà passé avec les anciens premiers ministres. Gon Coulibaly, monsieur le député Gon Coulibaly, qui est passé de vie à trépas. Et puis le très populaire Ahmed Bakayoko également. Archipatrick aussi est malade et évacué en France. Oui, et on a raison de se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe à la primature de la Côte d'Ivoire? Ça fait 1 an que nous avons 3 premiers ministres. Et les 2 précédents sont décédés. Et il y a eu le remplacement pour cause de décès. Bakayoko en juillet, je crois, 2020. Et l'autre
Gon Koulibaly en juillet 2020 et Bakayoko en mars 2021. Donc, le Premier ministre Patrick Achi vient de prendre le pouvoir, ça ne fait pas 2 mois. Et voilà que lui-même, dans les mêmes conditions, Gon Koulibaly, on a parlé de crise cardiaque, de problèmes cardiaques. Pour Bakayoko, on a parlé de cancer. Maintenant, on parle oui, on a avancé. J'ai lu sur certaines dépêches, comment on l'appelle, de problèmes intestinaux. On parle d'hémorragie intestinale, donc qu'il est allé en France pour se faire soigner. Vivement qu'il revienne, qu'il retrouve la santé, parce qu'on a annoncé aussi qu'il devrait retourner en Côte d'Ivoire le vendredi. Bon, Dieu merci. Et si c'est confirmé, et on ne peut que lui souhaiter un bon rétablissement. Et au-delà de ça, il y a eu cette panique-là, et on a raison de paniquer, parce que pourquoi c'est à la primature que ça se passe, la primature de la Côte d'Ivoire, et toujours sont des proches du président Alassane Ouattara, Patrick Achi. On le dit, c'est un proche du président Alassane Ouattara, malgré qu'il était dans du PDCI, mais il est dans le gouvernement de la Côte d'Ivoire, maintenant ça fait depuis 2020, donc ça fait pratiquement, il a fait plus de 17 ans comme ministre des infrastructures. Aujourd'hui, qu'il a une tâche très difficile pour conduire la réconciliation comme Premier ministre chef du gouvernement, et on attend qu'il a aussi des soucis de santé. Il faut qu'on se pose ces questions-là. Si réellement, nous sommes en Afrique, les gens se posent, il y a certains observateurs qui disent, mais quel sort on a jeté à la primature de la Côte d'Ivoire pour avoir ces situations. Je crois que le retour de Patrick Achi, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, ça s'impose, et moi je souhaite vraiment qu'il soit vite rétabli pour qu'on arrête ce cycle de mort des premiers ministres de la Côte d'Ivoire. Et je crois que selon certaines indiscrétions, il va retourner le vendredi prochain, et on attend son retour en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a beaucoup de travail qu'il attend. La réconciliation, le retour de Laurent Gbagbo, et il faut asseoir tout le monde, il faut faire asseoir tout le monde sur la table. On vient de le dire pour le Tchad. La Côte d'Ivoire aussi a besoin de ça, que ses fils et filles aient un dialogue pour discuter de l'avenir du pays. Donc le Premier ministre Patrick Achi est très important pour son pays, donc qu'il soit vite rétabli, qu'il retourne dans son pays pour ses tâches, et qu'on continue ses tâches, les tâches qui l'attendent, et vivement qu'il soit vite rétabli. Au lendemain, au lendemain de sa nomination, suite à la mort de son prédécesseur Ahmed Bakayoko, le 10 mars 2021, il avait piqué une crise largement relayée par les médias. C'est-à-dire que depuis plusieurs mois, le Premier ministre Jérôme Patrick n'est pas au meilleur de sa forme. Quoi, il a peur? Piquer une crise, vous êtes nominé. Non, les gens c'est attendent pas cette nomination. Hein. Peut-être que le député sera nominé. On va fêter, on ne sait jamais. Et lui, il pique une crise. Non, c'est pas la trouille, c'est pas la psycho. Je pense que c'est pas la première fois qu'il est promu à de telles hautes fonctionnalités. Il a été déjà secrétaire général en fait de la présidente. C'est également du boulot qu'il a eu à faire là-bas. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'à un moment donné, il a chopé la Covid-19. Il a été traité et guéri. L'annonce a été faite. Mais je pense que le débat, ça dépasse, vous m'excusez peut-être le terme, ça dépasse l'entendement de l'être humain. Parce que quand vous voyez les conditions dans lesquelles ses prédécesseurs, les prédécesseurs de Patrice Achi ont été décédés, ça laisse à réfléchir. Ça laisse à réfléchir parce que pour beaucoup d'Ivoiriens, les gens pensent que ils le disent drôlement, mais je pense que on doit chercher à creuser, peut-être à mettre notre curseur vers là. C'est-à-dire que les gens pensent que le poste de Premier ministre est maudit. Le poste de Premier ministre est maudit là-bas en Côte d'Ivoire. Et la malédiction, là, vient d'où? Bon, en tant qu'analyste politique, ça vient d'où, mais on connaît peut-être l'histoire de l'Afrique.
nous sommes dans tout et dans beaucoup de choses. Et puis, c'est vrai que je suis chrétien, mais je respecte ce que adore l'autre et je respecte ce que adore également ceux qui ne sont pas chrétiens là-bas en Côte d'Ivoire. Donc, c'est possible, la malédiction, ça peut venir de n'importe où, surtout que le poste même est convoité. Le poste de Premier ministre là-bas est convoité en Côte d'Ivoire. Et quand vous avez des dirigeants, vous m'excusez, mais qui sont dans des loges pas possibles, je pense que tout est possible. Tout est possible. Pourquoi je dis que le débat dépasse même l'entendement de l'être humain maintenant. Sauf que Patrice Hachi, jusque-là, il n'est qu'évacué. Et je le disais d'ailleurs dans les coulisses, on lui souhaite plus de peur de mal. Je pense qu'il va revenir au pays et continuer son travail. Maintenant, le débat aujourd'hui, ou bien la question qu'il faut se poser, pourquoi souvent une évacuation sur France? Pourquoi est-ce qu'on ne les soigne pas au pays? Pourquoi ne pas mettre les structures au pays? Voilà. Est-ce que... Ça c'est aussi un autre débat. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut dire que la Côte d'Ivoire n'a pas d'infrastructure adéquate pour soigner ses dirigeants? C'est un autre débat. Donc, je pense que beaucoup de flou, c'est tout un flou C'est pas seulement la Côte d'Ivoire, c'est partout en Afrique. On voit des États qui partent en France, en Grande-Bretagne pour le président nigérien, d'autres encore en Israël. Exactement. Et donc, ça se pose là un problème de confiance. Est-ce qu'on a confiance à ceux qui nous dirigent, à ceux qui sont dans nos différents centres de santé? Donc, je pense que c'est de là qu'il s'agit. Parce que quand tu cites le Nigeria, même la Côte d'Ivoire dont on parle, j'ai dit que je ne veux pas faire l'avocat de diable, mais quand vous voyez quand même la Côte d'Ivoire, quand on parle d'infrastructures sanitaires, en Afrique, la Côte d'Ivoire peut être citée parmi parmi les pays qui font des efforts dans ce sens. Donc, le problème aujourd'hui, je ne pense pas que ça se situe à ce niveau-là. Sur le plan local, il y a un travail qui a été fait sur le plan sanitaire. Maintenant, l'évacuation sur la France, ça dit que c'est la question qu'on se pose. Ça dit que ça peut être, par exemple, la Belgique, ça peut être, par exemple, la Turquie, n'importe quel pays. Un peu le prisme de mon analyse, en fait. Vous voyez, donc pourquoi c'est souvent en France? Donc c'est aussi, ça doit normalement faire un autre sujet de débat. Adam Gon Coulibaly est parti en France, il est revenu et quelques temps après, il est décédé. Ahmed Bakayoko, France, Allemagne, il n'est plus revenu. Archie Patrick est parti en France, ça inquiète. Oui, naturellement, ça doit inquiéter et c'est inquiétable. Mais c'est vrai que, au regard de ces inquiétudes-là, qui sont des inquiétudes évidentes et que je partage naturellement, je pense que la question d'infrastructure liée donc à la question de cette santé-là, c'est un autre débat. Ne mélangeons pas les choses. Et lorsque nous prenons, tous ces postes-là ont toujours été des postes convoités. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Que de la présidence jusqu'à aux petits gardiens, ça a été toujours des postes convoités, partout ailleurs. Surtout dans un environnement où nous avons ce chômage-là qui est très grandissant. Et surtout, lorsque vous prenez les environnements politiques qui essaient d'être beaucoup plus expressifs, c'est justement parce que ces postes-là sont convoités. C'est deux choses différentes. Donc, je pense que, comme je le disais tantôt, c'est vrai que la succession de ces malheurs-là, en 8 mois, on a constaté qu'il y a eu 2 premiers ministres qui sont partis. Il y a de quoi pouvoir donc s'inquiéter. Mais moi, mon analyse va se présenter sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est naturellement lorsque vous prenez, d'ailleurs même toute nomination, c'est vrai que ce n'est pas prescrit dans les normes parce que le premier ministre au niveau de la Côte d'Ivoire, comme partout d'ailleurs, est d'abord contenu dans la loi fondamentale du pays. Et moi, je me dis, cette nomination-là, même si le président de la République a la latitude de pouvoir nommer qui il veut, au regard de ses compétences, il va de soi quand même qu'on puisse s'associer. Puisque lorsque vous prenez la réglementation dans tout le pays liée donc aux fonctions d'État, il faudrait naturellement qu'on puisse associer, disons, ces nominations-là au carnet de santé de chaque postulant ou ceux que vous estimez qui sont donc aptes professionnellement à exercer donc le pouvoir, à exercer donc ces hautes fonctions-là. Et à mon avis, je pense que cette question devait être posée. Lorsque vous prenez, moi j'ai essayé un peu d'analyser, vous prenez le Premier ministre
Gon Coulibaly qui a été décédé, et même Ahmed Bakayoko, où la question ne se pose pas en tant que tel, puisque lui, il était quand même au plus fort de sa santé, même si je ne connais pas entièrement dans son carnet d'ADN. Mais lorsque vous prenez Patrick Kachi, c'est un homme qui souffrait naturellement, qui avait donc des antécédents sanitaires. Et là, comme je l'ai dit tantôt, c'est vrai que le président de la République a la latitude de pouvoir nommer qui il veut, mais au même moment, lorsque vous estimez que, surtout lié à cette succession de malheurs que nous avions constaté, au fait qu'en 8 mois, on a perdu donc 2 premiers ministres, pour éviter naturellement que ces soucis de santé ne deviennent récurrents, il va naturellement qu'on puisse réellement donc s'exprimer sur la question du carnet de santé, ce qui n'a pas été donc exprimé et peut naturellement donc conduire, disons, à ce souci que nous connaissons. Peut-être que c'est une poste de pression également. Non, mais ce n'est pas peut-être la primature, c'est un poste de pression ultime. C'est un poste de pression. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, lorsque vous prenez, d'ailleurs, même chez nous ici au Togo, vous prenez quel ministre vous avez connu qui revient à la maison avant 22h? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas naturellement. Vous allez même à 22h, les gens sont toujours en poste. Et lorsque vous prenez des gens qui ont des santé fragiles, ils ne tiennent pas. Ils ne tiennent pas. La pression est intense. Et donc, je pense que Alassane Ouattara... Par exemple, on l'a vu en 6-7 mois, il a vieilli. Il a vieilli. Et, moi, je ne veux pas citer des noms. Vous prenez aujourd'hui, dans l'actuel gouvernement de Fogna Sigbe, vous prenez des gens qu'on a connus, qui étaient... Vous les prenez aujourd'hui, ce sont des cheveux blancs qui poussent. Parce que la pression est intense. C'est pourquoi moi, je dis... Naturellement, à ces nominations-là, il faut naturellement qu'on puisse donc associer le carnet de santé de ces gens-là qui sont des gens potentiellement acquis donc à ces postes-là. Ce que moi j'estime que Alassane Ouattara n'a pas tellement tenu compte. C'est vrai qu'il y a des questions d'affinité, les questions politiques aussi sont passées par là, mais il n'y a pas que ces questions-là. Il faut naturellement voir si la personne tient physiquement à pouvoir donc assumer ces postes-là. C'est vrai que dans les hypothèses, on a tendance à pouvoir faire ressusciter la question du fait que ce sont des postes qui sont peut-être, comment vous l'appelez, des postes qui sont minés. Une thèse que moi je ne partage naturellement pas, dans la mesure où, de toutes les façons, personne n'est admis aujourd'hui à pouvoir être nommé et se dire, voilà, je viens de me tailler une place et à vie. Donc, parler dans des postes minés, chacun a quand même une croyance. De toutes les façons, qu'on nomme un gardien, il croit naturellement à ce qu'il fait. Parce que, de toutes les façons, comme je le disais tantôt, ce sont des postes qui sont toujours convoités. Naturellement, vous croyez en quelque chose. Donc, dire que ce poste-là, a priori, tous les postes sont minés dans la mesure où ce sont des postes convoités. De toutes les façons, c'est ce qui fait qu'il y a toujours de ces tiraillements-là. Lorsque vous n'êtes pas bon, il y a des gens qui sont d'ailleurs même contenus dans le cabinet, qui essaie donc de faire ressortir un certain nombre de choses. C'est justement parce qu'en arrière-plan, non seulement vous ne tenez pas professionnellement, mais au même moment, c'est parce que c'est convoité. Donc la thèse de miner un poste a priori, tous les postes a priori sont minés. Et ça, cette thèse-là, moi, je ne la partage pas. Ce dont nous devons naturellement donc inviter Alassane Ouattara à l'avenir, c'est vrai qu'il y a des questions de proximité, des questions de compétences et des questions également politiques qui passe par là, mais également on ne doit pas perdre de vue la question de carnet de santé qui doit aussi être primordiale dans le choix de ces gens-là qui dirigent. Donc, c'est pour dans cela. la communication politique, les gens disent également que c'est le chemin qui est clopin, déblayé pour photocopie Tédé Birahima Ouattara. Je ne partage pas forcément cela aussi. Si c'est ainsi, il faut éliminer beaucoup de personnes, de personnalités. Bon, si vous posez la question comme telle, c'est nous dire que vous connaissez celui qui tue ses premiers ministres. Donc, je pense que le sujet n'est pas là. Comme je le dis, c'est un peu mystique. Mais Alassane Ouattara peut nommer qui il veut à la primature. Il peut nommer qui il veut. Il n'a pas forcément besoin d'éliminer les gens, entre guillemets, que ce soit physiquement ou mystiquement. Donc c'est lui aujourd'hui le chef à bord. Il est le président de la République de la Côte d'Ivoire. Il sait qui est compétent et qui ne l'est pas. Il sait avec qui il veut travailler. Et je pense que c'est lui qui place ses pions. Donc il n'a pas besoin forcément de mettre fin à la vie de qui que ce soit avant de parvenir à ses objectifs. Maintenant, ça dit que Adam mettait d'ailleurs sur le tapis la question de carnet de santé. Est-ce que Alassane Ouattara ne savait pas réellement que Patrice Hachi avait des ennuis de santé, tout comme ses prédécesseurs?
je crois qu'il doit le savoir. Il doit le savoir parce que c'est des gens qui, souvent, peut-être avant d'aller peut-être à la présidence, on vous demande un certain nombre d'analyses que vous devez... Comme tous les postes d'ailleurs. Ouais, donc je pense que c'est pas... Le débat n'est pas, à mon avis, là. Peut-être que c'est un mal qui surprend tout le monde. Non, mais c'est si vrai le débat que n'est pas là, moi j'estime que si cette option est connue et du président de la République qui fait naturellement ce choix-là, j'estime que c'est un mauvais choix. Parce que de toutes les façons, ce n'est pas respecter donc les clauses pour être donc physiquement apte à pouvoir donc exercer une profession. Si vous êtes au courant que vous faites ce choix-là, naturellement aujourd'hui on n'a rien à regretter, vous l'avez fait et aujourd'hui les conséquences vous les assumez parce que vous avez su que la personne n'est pas apte à exercer la profession. Non, ce que je dis, ça dit que moi je doute fort que Alassane Ouattara n'ait pas eu la chance ou bien n'a pas pensé à consulter en fait le carnet de santé de Patrice Aty avant de le nommer. Ouais. Je crois qu'il a eu à le faire. Maintenant, je voudrais dire que ça dit que nous sommes tous tributaires de la maladie. C'est-à-dire qu'on peut être en bonne santé et puis tomber malade du jour au lendemain. La maladie, ça ne prévient pas, en fait. Donc, c'est peut-être ce qui est arrivé à Patrice Aty, mais dire que son carnet de santé n'a pas été contrôlé, je m'exprime tout petit peu en faux. Non, peut-être que tu ne l'as pas compris. Je n'ai pas dit ça n'a pas été. Je ne l'ai jamais dit. J'ai dit on doit tenir compte, au-delà du critère professionnel, du critère politique, des critères de compétences, des critères aussi de qualification. Il faudrait naturellement qu'on puisse donc prendre en compte les critères aussi de carnet de santé qui puissent donc peser dans la balance et faire donc le choix. Et lui vous dites qu'il a sûrement pris cela en compte, connaissant le président Alassane Ouattara. Oui, connaissant sa maline, en fait, sa façon d'appréhender ou bien sa façon de faire, je pense qu'il a consulté tout ça. Et comme je le dis, je pense que on dit presque la même chose. Hein. La maladie, c'est une surprise, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas en bonne santé éternellement. Tu peux faire un bilan de santé aujourd'hui qui révèle que tu vas bien, mais tu sors juste peut-être de la clinique, tu consommes ou bien tu bois peut-être un liquide, et ça peut te causer des ennuis. Aujourd'hui, l'honorable parle de troubles intestinaux. C'est des choses qui peuvent arriver à tout moment. Et donc, je pense que le problème est là. Donc, c'est pour ça que je dis que ça dépasse l'entendement de l'être humain. Pourquoi c'est seulement au Premier ministre que ça arrive? Ça peut arriver à n'importe qui. Pourquoi ça n'arrive pas peut-être au ministre de la Défense? Pourquoi ça n'arrive pas au ministre de l'Économie? Donc, c'est pour ça, c'est ce qui rend le débat un peu complexe. Ce n'est pas fondamentalement parce que peut-être que ça n'arrive pas au ministre. Ça peut arriver. Mais ici, nous sommes à une haute fonction de la République et qui interpelle. Et surtout, quand on évacue avec l'avion présidentiel, et c'est ça qui... Ça montre la gravité de la chose. Un Premier ministre, souvent, qui est évacué par... et les trois, on les a évacués par le même canal. Voilà. Donc, c'est la même forme que les gens... Ça, c'est... Et la suspicion, tout ça là entoure cette évacuation. Mais par exemple, pour parler des ennuis de santé, je crois qu'on dit la même chose, les uns les autres disent la même chose, parce que si quelqu'un n'est pas en bonne santé, on ne peut pas le prendre pour un poste. Même ça, pas. Un dirigeant responsable ne peut pas le faire. Exactement. Donc, ce qui se passe, c'est que, comme Adam l'a dit, il faut les critères pour nommer quelqu'un à cette haute fonction, beaucoup de critères rentrent en jeu, y compris le critère de la santé. Donc, je crois que lui aussi l'a dit, Alassane Ouattara a dû quand même, il sait que Achi n'avait pas de soucis de santé et il n'avait pas une pathologie qu'il traînait depuis. Non, je l'ai dit tantôt, il était dans le gouvernement, il a fait 17 ans comme ministre des infrastructures. Il est bien connu dans la scène politique de la Côte d'Ivoire. Et entre-temps, il a été nommé secrétaire général du gouvernement, de la présidence. Et tout ça, là, c'est que il est en bonne santé, mais une maladie peut surgir à tout moment. Et on parle d'hémorragie intestinale, ce sont des choses qui arrivent. Et que on peut les soigner. D'accord, on revient. Après le journal, on revient, d'accord. On va marquer donc la pause pour le journal et on revient avec nos chers invités.